merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission de Libre Antenne consacrée à l'immobilier. Je vous rappelle que cette émission vous est offerte par les experts de la maison de l'expertise qui se trouve au 28 rue Blanqui à Fort-de-France. Je vous présente mes experts. On va commencer par Vulcain Roméo, qui est un spécialiste des techniques juridiques et économiques de l'immobilier, qui est un diplômé du Conservatoire national des arts et métiers. Merci Roméo d'être avec nous ce soir. Bonsoir aux téléspectateurs. François Zelmac. Bonsoir. Également diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialiste des techniques juridiques et économiques de l'immobilier. Merci d'être là. C'est moi. Monsieur le professeur Louis Léopold, spécialiste des techniques juridiques et économiques de l'immobilier, diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, professeur à l'ICH et également professeur à l'Université Antilles-Guyane au master de droit de la construction, c'est ça? Chargé d'enseignement. Chargé d'enseignement. Oui, donc oui, effectivement. Droit de la construction. Alors non, copropriété et en lycée maintenant, petit manoir, je vais être chargé du droit de la construction. D'accord, très bien. Et puis nous avons une invitée, je suis très content qu'elle soit avec nous parce qu'elle a bien voulu répondre à notre invitation, Marie-Claude Goder. Bonsoir. Responsable administratif et commercial, comptable, pardon, dans un grand groupe, on ne dira pas lequel, pour garder l'anonymat. En tout cas, merci Marie-Claude d'être là. Contente d'être là avec vous. Très bien et bienvenue. Merci. Alors ce soir, nous allons débattre d'une question épineuse, d'une question qui va susciter quelques urticaires à nos bailleurs, puisque nous allons prendre peut-être des positions qui vont être surprenantes. La question qui est posée à nos experts ce soir, c'est de leur demander si, lorsque mon local commercial a été fermé et que je n'ai pas pu recevoir des clientèles, est-ce que je dois obligatoirement payer le loyer, ou bien est-ce que je peux me permettre de dire j'ai pas de clients, donc j'ai pas de chiffre d'affaires, donc il n'y a pas de loyer qui est dû. Pendant la période. Alors, Marie-Claude, je voudrais d'abord, par ton témoignage, me permettre de te tutoyer, Marie-Claude. Merci, oui. Nous avons vécu ce week-end ensemble, on était sous la conférence sur l'avenir de l'Europe. Tout à fait, exactement. Ça s'est très bien passé, n'est-ce pas? Entre vendredi et dimanche, ça a été une très belle expérience, enrichissante. Très bien. Nous avons pu échanger, entre autres, sur le sujet qui nous intéresse ce soir. Qui nous intéresse ce soir, très bien. Alors, Marie-Claude, comment les locataires, enfin les bailleurs en tout cas, et les locataires ont vécu cette période de fermeture? Est-ce qu'il y a eu des difficultés de type particulier et lesquelles? Et puis comment les choses se sont passées? Que les gens se sont entendus? Est-ce qu'il y a eu des remises de loyer? Est-ce qu'il y a des aides qui ont été apportées ou pas? Donc oui. Je voudrais bien ce témoignage-là. Alors, dans notre activité, nous avons une position aussi bien pour certains secteurs de bailleurs que de locataires pour d'autres. Donc, d'une manière générale, pour tous les acteurs économiques, ça a été vraiment un tsunami. On n'a jamais eu une situation aussi grave, puisque des entreprises, en fait, toute l'activité a été arrêtée. Donc, les entreprises de tout secteur ont fermé leur activité. Donc, on s'est retrouvé effectivement sans revenus, sans chiffre d'affaires, pendant plusieurs semaines. En tout cas, la première période qui a commencé en mars 2020 et qui s'est terminée pour certaines activités en mai 2020, pour d'autres, notamment dans le tourisme, en début juillet 2020. Ça a été vraiment, on va dire, la mort des sociétés. Donc, alors, les locataires n'ont pas pu travailler, ont arrêté leur activité, ont arrêté aussi, ont suspendu un petit peu le contrat de travail de leurs salariés, il faut aussi le dire. L'État a quand même accompagné les entreprises dans cette difficulté-là. Tout de suite, ils ont proposé l'activation de l'activité partielle, qui est une mesure qui existait déjà, mais qui était très très peu utilisée dans des cas exceptionnels. Voilà. Et si on revient justement au loyer, qui est un poste important pour les entreprises, en tout cas, à notre niveau, nous avons pu négocier avec les locataires lorsque nous étions bailleurs. Et inversement, lorsque nous avons été locataires, nous avons bénéficié de conditions qui permettaient de décaler le paiement des loyers. Et aussi, alors ça c'est sur la deuxième période de confinement, c'est-à-dire en fin d'année 2020, puisque l'État a favorisé encore les entreprises en mettant une mesure fiscale qui
accordé un crédit d'impôt aux entreprises qui le souhaitaient, donc permettant justement à ces entreprises-là de proposer aux locataires d'annuler un mois de loyer, en l'occurrence le mois de novembre. D'accord, donc vous êtes allé jusque-là, c'est-à-dire qu'en bénéficiant de cette disposition fiscale, on est allé jusqu'à l'annulation d'une partie du loyer en fait. Oui, alors il y a une locataires. disposition particulière et on l'a utilisée lorsque c'était possible. Bien sûr, tout ça, ce sont des négociations entre les locataires et les entreprises. Certaines entreprises, nous sommes allés jusqu'à arrêter, parce que avant le Covid, il y avait des locataires avec des situations difficiles. Difficile, oui. Donc il faut le savoir. Nous avons, dans certains cas, arrêté les procédures. D'accord. Nous avons arrêté les procédures contentieuses. Nous avons aussi profité pour reprendre un petit peu le point sur des situations précaires qu'avaient les entreprises pour ne pas les enfoncer davantage. Nous avons choisi de partir avec eux sur un moratoire, pas seulement sur les loyers des périodes fermées, mais sur, par exemple, s'ils avaient déjà une créance, on l'a englobé, on est rentré dans des conditions avec des avenants au beau, puisque ce sont des nouvelles conditions financières. Nous avons fait des avenants leur permettant de décaler le paiement des loyers et étaler ces loyers-là. Donc on a quand même, on les a étalés en plus. On a quand même été loin, je trouve, parce que c'était la volonté d'aider vraiment le monde économique, d'aider vraiment les locataires, ne pas les voir partir. Bien sûr, il y avait aussi d'autres mesures, pas seulement celle du bailleur. Voilà comment un petit peu on a vécu les choses. Et puis jusqu'à présent, on apprend à vivre avec le Covid, entre périodes de fermeture et d'ouverture, toujours dans des négociations. Je crois que c'est ce qui nous permet de résister. D'accord, voilà. Mais quand j'entends cela, j'ai envie de dire que tous les bailleurs n'ont pas cette possibilité de dire je décale le loyer. Ou bien voilà. Non, bien sûr que non. Mais en fait, c'est un jeu dans l'activité économique. Le bailleur a des obligations, c'est certain. Quand on est bailleur, on a des obligations fiscales, des obligations financières. Oui. Donc, les bailleurs aussi ont, à leur niveau, par exemple au niveau des banques, nous avons eu cette mesure que l'État a mis en place aussi. Oui. Nous avons demandé, par exemple, à nos partenaires financiers la possibilité de décaler ou de suspendre le paiement de certaines échéances de prêts, par exemple. D'accord. Voilà, nous avons, ça a été. Moi, je pense que ça a été, en tout cas dans notre secteur, dans nos secteurs, parce qu'il y a plusieurs secteurs d'activité. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que tous les acteurs économiques ont voulu participer à cet effort-là pour empêcher, en tout cas sur la Martinique, de voir sombrer les entreprises. Donc, les banques ont joué le jeu en attendant, parce qu'il y a eu des mesures, le prêt garanti par l'État, il y a eu d'autres prêts qui ont été en place pour des entreprises qui ne pouvaient pas en bénéficier, les collectivités. En fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que tous les acteurs ont voulu aider les entreprises, aussi bien les petites. Maintenant, tout le monde n'a pas pu être aidé de la même manière, c'est vrai. Mais en tout cas, dans notre secteur, on a essayé de comprendre. Surtout, nous avons une partie de nos activités axées sur le tourisme et les loisirs. Donc, des commerces qui étaient complètement fermés, la restauration, les boutiques dans des activités touristiques. Donc, pas de clientèle touristique, mais pas de clientèle locale non plus, des hôtels fermés. Il fallait aider ces entreprises-là, il fallait les accompagner. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, et je crois que les banques aussi l'ont compris. Oui. Et donc ont aidé les entreprises bailleurs qui le demandaient à suspendre certaines charges. Et aussi certaines taxes. D'accord. François Zéma, tu voulais faire juste une question. Est-ce que ces aides ont été aussi poursuivies là récemment, donc pour la fermeture du mois de septembre et de fin août? Alors, nous sommes toujours dans des négociations. Alors, il ne s'agit pas d'aide, puisque nous sommes des partenaires privés. Je ne sais pas quand tu parles d'aide. Pas forcément vous, mais les banques, par exemple. Est-ce que les locataires ont pu demander aux banques à nouveau, là, pour le mois de septembre, les locataires qui ont eu une activité fermée, bien sûr? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons toujours le bénéfice de certaines aides. Le Fonds de solidarité est toujours en cours pour le mois d'août. Il a été renouvelé aux Antilles pour le mois de septembre.
Donc, bien sûr, sous certaines conditions, et les conditions fiscales, nous les connaissons, et les entreprises qui sont encore dans cette difficulté peuvent bénéficier de ces aides-là. Voilà, un pourcentage entre 10 jusqu'à 40% de la différence de chiffre d'affaires entre l'année 2019 et l'année 2021, donc ce qui est quand même intéressant. Alors, il y a plusieurs acteurs se sont mis ensemble. Oui. Nous avons l'État, dont on vient de parler, les collectivités se mobilisent toujours, le bailleur, bien sûr, entend. Alors, on ne peut pas indéfiniment sur soi ou arrêter les loyers, mais nous négocions, nous entendons, nous n'allons peut-être pas partir en procédure. Et puis, je crois que ces locataires, on sent des chefs d'entreprise, même si ce sont des petites structures, qui ont envie de travailler. Ils ne sont pas là à demander de ne pas payer des loyers. Ils ont envie de travailler. Donc, c'est dans cette logique que bailleurs et locataires travaillent, ensemble, sachant qu'on n'est pas tous sortis de la difficulté. La difficulté, d'accord. Alors, ceci dit, merci Marie-Claude pour ce témoignage extrêmement précieux, et puis j'ai appris des choses. Je voudrais qu'on continue notre émission sur un angle un peu plus polémique avec vous, messieurs les experts. Et je sais que vous avez travaillé sur la doctrine, c'est-à-dire l'opinion des professeurs de droit sur la question du paiement ou du non-paiement des loyers à cause de la pandémie, à cause de la fermeture. Et vous m'avez donné d'ailleurs le nom de quelques auteurs sur lesquels vous avez travaillé, qui ont sorti un certain nombre d'articles sur cette question. Je vais simplement les indiquer pour nos téléspectateurs, puis après, s'ils ont besoin de plus de renseignements, ils iront à la maison d'expertise pour obtenir les éléments plus approfondis sur la question. Mais je voulais dire à nos téléspectateurs qui peuvent poser leurs questions en direct, il n'y a pas de souci, cette émission est faite pour vous, et c'est avec vous que nous la faisons, cette émission. Alors, en ce qui concerne les auteurs, vous m'avez cité messieurs Alain et Jean-Philippe Confineau, qui sont avocats associés. Vous m'avez également cité monsieur François-Xavier Testu, qui est professeur à l'université de Tours. J'ai aussi le nom de monsieur Nicolas Dissot, qui est agrégé des facultés de droit et professeur à l'université de Lille. Monsieur Christophe Jalin, qui est doyen de l'école de droit de Sciences Po. Et monsieur Joran Denis Barbier, avocat à la Cour. Et monsieur Nicolas Vernier, avocat au barreau de Paris. Ce sont ces articles que vous avez compilés ensemble, sur lesquels vous avez retenu un certain nombre de choses que vous avez souhaité partager avec nos téléspectateurs. Alors, vos questions seront prises directement par Jade, qui est avec nous. On lui dit bonsoir. On dit également bonsoir à Grégory pour le son et pour l'image. Alors, nous avons retenu, suite à notre discussion, messieurs, 3 thèmes pour argumenter du fait que le locataire se trouve en difficulté de paiement et qu'il y a peut-être des outils juridiques qui sont à sa disposition pour dire ou ne pas dire au juge, moi je ne peux pas payer, il faudra me donner raison dans ce cas de figure. D'accord ? Donc nous avons retenu d'abord le thème de l'imprévision. L'imprévision, c'est l'article 1105 du Code civil. 1195. Ça paraît un petit peu technique, mais vous allez voir, ça va s'éclaircir très rapidement. J'ai pas entendu. 1195. 1195 du Code civil. Alors pour ceux de nos téléspectateurs qui veulent savoir ce que c'est que l'imprévision, ils tapent Google, article 1195 du Code civil. On va quand même donner une petite. Mais on va demander, très bien, nous allons demander au professeur Louis Léopold de nous lire un petit peu l'article 1195. Alors l'article 1195 énonce, alors si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. D'accord, on va tenter de résumer. Donc, si j'ai bien compris, je signe un contrat de location avec vous aujourd'hui. Il y a un événement imprévisible qui intervient, qui n'était pas prévu dans le contrat. Donc je peux, en me basant sur l'article 895 du Code civil, demander à renégocier le contrat. Renégocier le contrat. Ouais. D'accord. Et pas uniquement le loyer, le contrat. Pas uniquement le loyer, le contrat. D'accord. On va expliquer ça davantage. On a terminé la lecture de l'article ou bien il reste encore autre chose ? Alors il reste une petite partie. Alors, en cas de refus ou d'échec de la renégociation... Oui, puisqu'on est dans une renégociation entre bailleur et locataire, d'accord. Voilà. Les parties peuvent
convenir de la résolution du contrat Oui. à la date et aux conditions qu'elle détermine ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. Alors, à défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe. Donc D'accord. là, vous avez aussi l'intervention du juge au cas où les parties ne semblent pas Se mettre d'accord. Alors, François Zemec, est-ce qu'on va avoir un peu plus d'éclaircissement qui sera à la portée de tout le monde sur ce fameux article 895 qui peut permettre de demander au bailleur de renégocier mon contrat, y compris mon loyer? On est d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion de prévision est très récente dans le droit français. Oui. Parce qu'elle est arrivée en 2016, lors de la réforme des contrats, en février 2016, par une ordonnance. D'accord. Donc c'est plutôt... Il y a 5 ans. Il y a 5 ans à peu près. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas. Hein. Elle existait, mais c'était plutôt les juges des tribunaux qui utilisaient cette théorie des prévisions. Maintenant, elle est dans la loi. Maintenant, elle est dans la loi. C'est l'article 895 du Code civil. D'accord. Donc, comme l'a dit Thierry, enfin, Monsieur Léopold. Monsieur le professeur. Monsieur le professeur Léopold. Donc, cet article-là pose 3 conditions pour pouvoir l'utiliser, qu'on puisse utiliser. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un changement de circonstances imprévisibles, comment dirais-je, un événement imprévisible qui arrive. Donc, est-ce qu'on peut considérer que la pandémie, c'est un événement imprévisible? C'est un événement imprévisible. Donc, on est dans le cas de figure. On est dans le cas de figure. D'accord. Exactement. Deuxième condition. Il faut que cet événement, ce changement-là, rende la circonstance onéreuse, excessivement onéreuse. D'accord. L'exécution du contrat excessivement onéreuse. Alors, comment on peut dire là, ça veut dire... Là, on peut dire que mon local est fermé, en fermeture. Oui. Je ne peux plus payer mon loyer, oui. plus de clients. Donc on est dans des circonstances onéreuses là. La notion d'exécution excessivement onéreuse, on entre dans ce cadre-là. Avec la pandémie. Et la troisième condition, c'est qu'il faut que la partie qui n'avait pas, enfin la partie lésée, oui. qui a subi l'imprévision, oui. N'a pas accepté d'en subir le risque. Bien sûr. Oui, dans le contrat au départ. C'est-à-dire, dans le contrat, on n'a pas, je n'ai pas dit, bon, s'il y a toutefois une pandémie, il n'y aura pas de souci. Il n'y aura pas de souci, d'accord. Il n'y a pas eu de clause de 10 ans. D'accord. Donc à ce moment-là, quand ces 3 conditions-là sont réunies, oui. Là on peut penser à renégociation du contrat. D'accord. Mais tous les contrats ou bien ceux qui ont été conclus à partir de la date? On est sur des contrats à partir de 2016. Ça peut être aussi avant les contrats d'avant aussi. Hein. D'accord. Même si la théorie... Ça peut être aussi les contrats avant. Oui, les contrats avant 2016. Avant 2016 également. D'accord. Même si la théorie même si la notion est apparue en 2016, ça peut être aussi des contrats d'avant. D'accord. Avant 2016. Donc, événement imprévisible, circonstances qui rendent... Exécution du contrat excessivement onéreuse et que la partie n'était pas d'accord pour l'imprévision. D'accord. Subir l'imprévision. D'accord. Donc, à ce moment-là, je peux demander la renégociation de mon contrat. La renégociation du contrat. À qui la renégociation de Alors, au bailleur. À mon bailleur. C'est les parties qui discutent entre elles. Oui. D'accord. Demande au bailleur la renégociation du contrat. Oui. Et si on n'est pas d'accord? S'il n'est pas d'accord? Comme disait Madame Gobert, Marie-Claude tout à l'heure, en général, les bailleurs sont sensibles au fait, parce qu'on est dans un contexte particulier, ils sont sensibles. La négociation se fait normalement, d'accord? D'accord. Négociation. Mais s'ils ne sont pas d'accord. Mais pas tous. Hein. Mais pas tous, on est d'accord. Si c'est Eric Traitement qui est là, on va négocier en patate d'or. Pas tous. Excusez-moi l'expression. Non, pas tous. Non, mais en général, on tend vers la résolution amiable, d'accord? On tend vers ça. Oui, mais pas tous, exactement. Chacun fait une part. Voilà, c'est ça. Chacun fait un bout de chemin. Chacun fait la moitié du chemin. Il y a une contre-proposition. C'est ça. Et on essaye d'arriver à un consensus. On trouve intérêt d'entendre. Qui soit équitable. Mais comme vous dites, souvent, ça n'arrive pas. Enfin, souvent, ça n'arrive pas tout le temps. Quelquefois, ça n'arrive pas. Donc là, c'est le juge qui intervient. Oui. Donc, d'abord, avant que le juge intervienne, soit il y a la résolution du contrat. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on entend par résolution? Ça n'était pas l'intérêt d'aucune des parties. Un instant, monsieur l'expert. Qu'est-ce qu'on entend par résolution du contrat? La résolution, le contrat se termine. Quoi. Il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Exactement, c'est ça, la résolution du contrat. D'accord? Mais ce n'est pas l'intérêt des deux parties. Le locataire, il a son local. Il a besoin de son local. C'est juste une suspension pour 1 mois ou 2 mois, donc il a besoin de son local quand même. Sauf si c'est le locataire qui dit, mais justement, j'avais besoin de me débarrasser de ce local-là, dans l'occasion arrivée, quoi. Oui, ça c'est, oui, voilà. Si on va chercher un peu loin, ça peut être ça aussi. Si on va chercher un peu loin. Mais c'est pas l'intérêt des deux parties. Donc la deuxième solution, c'est de voir le juge. Oui. Et là, le juge va adapter le contrat et modifier les clauses qu'il faut.
Là, les parties sont quand même d'accord. Il faut que les parties soient d'accord, bien sûr. Oui, elles ne s'entendent pas sur le détail, en fait. C'est ça. C'est le juge qui va... Les parties ont toujours le contrôle du contrat. Le contrôle du contrat, mais c'est le juge qui va décider à la fin. D'accord, très bien. Donc, s'il n'y a toujours pas de solution, ben, là, il perd le contrôle du contrat et c'est le juge qui va décider définitivement. D'accord. Il peut décider quoi, le juge, dans ce cas-là? Eh ben, d'annuler le contrat. La résiliation du contrat. Ou bien, et l'adaptation aussi également, il peut l'adapter de lui-même, l'adapter le contrat. Le problème, c'est que lui, il n'a aucune notion du contrat. Il ne sait pas comment les parties ont décidé de faire ce contrat. Il peut demander une aide, il peut avoir aussi l'aide, un serviteur qui pourra l'aider à ce niveau-là. Un des experts. Oui, un expert. Ça peut être un expert également, un serviteur. Mais il n'a pas la notion du contrat. Donc il ne sait pas ce que les parties ont voulu entendre dans le contrat. Donc ce serait dommage d'en arriver là. À ce que il va quand même faire une balance, savoir quel est l'intérêt de chacune des parties. C'est-à-dire que si me permet de dire qu'on va faire une réduction de loyer pendant la période de fermeture, on annule le loyer pendant la période de fermeture, il va peut-être savoir si le bailleur ne sera pas plus en difficulté. S'il te permet, c'est ça. Il va peser pour le compte, il va décider lui-même. Donc c'est un peu ça la théorie des prévisions. D'accord. Mais cette théorie, apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous me l'avez dit d'ailleurs, que ça pose des problèmes. C'est pas si simple que ça. Ce que je dis, ça pose des problèmes. Parce que cette théorie-là, elle est assez longue. Dans la durée, pourquoi, alors? Parce que bon, on a des termes quand même flous. Je prends l'exemple de l'exécution du contrat, l'exécution, comment dirais-je, excessivement onéreuse. Oui, la notion d'exécution excessivement onéreuse. Quand on parle excessivement onéreuse, on ne sait pas. Là, c'est le juge qui va souverainement décider. Il va interpréter. Oui, parce que bon, c'est peut-être pas forcément onéreux pour moi parce que. Voilà, c'est ça. Dans le cadre de la crise sanitaire, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances parce que l'excessivement onéreux, on sait qu'il ne peut pas payer le loyer, son local est fermé, fermeture administrative. Et c'est pas de sa responsabilité, c'est le local fermé. Donc on sait vraiment que là, il n'y a pas d'argent. On est dans un cadre. Donc là, ça, il faut le payer quand même. D'accord. Là, dans le cadre d'excessivement onéreux, là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais dans d'autres situations, on est dans le flou. On ne sait pas. Et quand il y a une entreprise qui n'est pas véritablement fermée, c'est-à-dire qu'il y a quand même une activité quand même temporaire, en fait. Je dis partielle. Là encore, c'est ça. On ne peut pas dire que c'est forcément... On ne sait pas si c'est onéreux ou pas. On ne peut pas dire que c'est onéreux. Parce qu'il peut encore payer même si c'est une partie, il peut payer le loyer, on ne peut pas dire que c'est excessivement onéreux. Donc là, à ce niveau-là, c'est délicat quand même. D'accord. Et quel autre problème? Alors, en dehors de cette notion de manifestement excessivement onéreuse, qui est difficile à comprendre, il y a encore d'autres difficultés sous ce texte-là? Le texte, oui. Quand on dit que le juge a un délai raisonnable. Faut saisir le juge dans un délai raisonnable. Délai raisonnable, ça n'a pas de définition quand on parle de délai raisonnable. Ça, c'est quoi? 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois? On ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit que ça il ne faut pas que la négociation s'éternise. Il faut saisir le juge. Pourquoi il ne faut pas que s'éternise? Parce que là, lorsque les parties vont négocier, l'exécution du contrat continue. Le locataire doit payer son loyer. Continue à payer mon loyer. Continue à payer son loyer. D'accord. Donc ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Au contraire, il ne veut pas payer son loyer. Ou il veut diminuer le paiement du loyer. Et même ne pas le payer. Ne pas le payer. D'accord. Donc si l'exécution du contrat continue au prix fixe, au prix initial, ça n'a pas d'intérêt. Donc ça, si ça traîne en longueur, ça n'a pas d'intérêt. D'accord, ça traîne en longueur. Et il y a encore un autre obstacle. Ça peut être quoi l'obstacle? J'ai vu que vous avez dit que cet article n'est pas applicable au statut des baux commerciaux. Ah oui, ça c'est bon. J'étais d'accord. J'ai lu ça. Oui, d'accord. Oui. On est sur ça. Donc la question qui se posait, c'est de savoir si le statut des baux commerciaux était compatible avec les prévisions. D'accord. Alors, il faut qu'on soit plus précis pour nos téléspectateurs. Donc, on rappelle que ce dont nous traitons, c'est la question du locataire commerçant dont ce local a été fermé. Mais ce n'est pas forcément un locataire commerçant, ça peut être une profession libérale. Une profession libérale aussi, bien sûr. D'accord. On est bien d'accord. D'accord. Donc, la question de savoir si le statut de ces baux-là, que des baux commerciaux, parce qu'on peut avoir je parle sous vos contrôles, monsieur le professeur, on peut avoir des locaux professionnels qui sont sous le statut des baux commerciaux. C'est une possibilité qui est offerte. Très bien. Donc la question, c'est est-ce que le statut des baux commerciaux n'est pas incompatible avec 1895 du Code civil? Ce que vous dites, la théorie de l'imprévision. Alors, est-ce que c'est incompatible ou pas? C'est-à-dire incompatible, pour moi, je l'entends dans le sens où on ne peut pas l'utiliser parce qu'il y a un autre statut. C'est ça. D'accord. On peut dire oui. J'hésite. Pourquoi j'hésite? Parce que certains auteurs pensent que
que c'est pas compatible, d'accord? D'accord. Que les deux font double emploi. Donc si certains auteurs pensent que c'est pas compatible, il y en a d'autres qui pensent que c'est compatible. Compatible, exactement. Et je tends vers eux dans cette solution-là. D'accord, vous partagez leur analyse. Je partage leur analyse. D'accord. Et pourquoi vous dites que c'est compatible? Compatible parce que c'est vrai que d'abord il faut préciser que les beaux commerciaux ont ce mécanisme. Ils ont des mécanismes de entre guillemets de prévision, c'est-à-dire que lorsque je veux renégocier mon contrat, je le révise. C'est prévu dans le texte des beaux commerciaux. Mais c'est les loyers, pas le contrat. Je dis contrat, c'est les loyers. Les loyers, d'accord. C'est prévu dans les beaux commerciaux. Je révise. Parce que là, on parle le loyer, il ne veut pas payer son loyer, donc on parle le loyer de beaux commerciaux aussi également. Donc, oui, d'accord. Lorsque je veux réviser, je veux payer 10 millions de loyer, je révise mon loyer. Donc c'est tous les 3 ans. D'accord. Donc je n'ai pas la main sur la période. C'est fixé comme ça, c'est tous les 3 ans. On n'a pas la main sur la période. C'est là justement, je voulais en venir. La différence, c'est ça. Oui. Là, pourquoi je dis que c'est compatible? Parce qu'effectivement, on est dans un mécanisme identique, c'est une sorte d'imprévision. Le problème, c'est que quoi? C'est que le mécanisme des baux commerciaux, c'est-à-dire la révision des loyers, la position mobile, ont des périodes, c'est-à-dire c'est tous les 3 ans. Alors que les prévisions arrivent à tout moment. À tout moment. Donc je peux renégocier à tout moment. D'accord. C'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est compatible. D'accord. Mais à vous entendre, j'ai l'impression que, et il me semble que vous l'avez dit d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est pas la méthode qu'il faut utiliser pour dire que je ne vais pas payer mon loyer. Mais quel est l'intérêt d'en parler quel pourrait être l'intérêt de cette question-là, de cette théorie-là, de cette procédure-là? Moi, je pense que pour la fermeture, c'est pas l'intérêt d'en parler, mais après, pour la suite, c'est-à-dire après confinement. Après confinement, oui. Là, il y a un intérêt, je pense. Oui, et l'intérêt, c'est de démontrer aux propriétaires que on est dans les prévisions. Oui. On est maintenant en 2021, on a maintenant des éléments qui permettent de démontrer aux propriétaires qu'on est dans la difficulté continue. On a des difficultés, qu'on ne peut pas payer son loyer. D'accord. Par exemple, la géolocalisation, par exemple. La géolocalisation. Voilà. Donc c'est possible. Oui. Donc, alors, on a les satellites par en haut. On peut vérifier maintenant sur Internet les flux de passage. Voilà. Les flux de passage. D'accord. Devant le commerce. Devant le commerce, on peut savoir. Il y a 2 mois, il y avait tant de flux. Et là, maintenant, il y a tant de flux. D'accord. On peut le savoir maintenant. Donc là, ça peut servir de preuve. On peut savoir à la réouverture de mon magasin, il n'y a pas autant de monde qu'il y avait avant. On peut le savoir. Exactement. Avec la géolocalisation. Avec la géolocalisation. Personne ne le fait en général. Hein. Mais ça, c'est une méthode qu'on peut utiliser. Ça. Mais ça peut être intéressant de vous consulter pour c'est très bien. C'est facile il suffit d'avoir un ordinateur et vous n'allez pas tout révéler, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il faut l'avenir. Voilà, c'est ça. Exactement. Et là, on pourra, avec le flux, on pourra savoir. Mais votre numéro ne s'affiche pas à l'antenne. C'est ce qui me gêne un petit peu. Un petit moment, je veux juste dire à nos téléspectateurs qu'il y a la possibilité. Alors c'est le 06 96 84. Là, il s'affiche là. Mais c'est pas. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est pas quoi? Non, c'est bon. D'accord, 84 44 03. D'accord. Oui, Roméo. Oui, en fait, moi, ce qui me gêne un peu sur l'imprévision et justement le double emploi dont on vient de faire part. Oui. C'est qu'effectivement, là, on prend l'imprévision uniquement sur l'angle des loyers. Oui. Or, effectivement, comment dirais-je, l'outil de géolocalisation qui permet de connaître le flux, c'est clairement déterminé et défini. Et ça, c'est un outil qui a un usage réel, enfin déterminé, où il n'y a pas vraiment de doute quant à son efficacité possible dans le cadre d'une révision triennale. D'accord, oui aussi, dans le cadre d'une révision triennale. Voilà, mais en fait, parce que pour moi, enfin, l'imprévision, en fait, a un intérêt. C'est pour une renégociation globale du contrat. Mais l'aspect loyer uniquement, l'utiliser uniquement pour l'aspect loyer, c'est dévoyer en fait son objet initial. D'accord. En fait. Mais c'est bien ce qu'il a dit. Oui, c'est ça. On l'utilise pour le contrat. Il a bien dit qu'il s'agit de renégocier le contrat. Le contrat, pas le loyer. Mais c'est moi qui l'ai orienté sur le loyer. Oui, mais tout le long de l'exposé, tout le long de la démonstration, l'élément central, c'est dois-je payer ou non mon loyer. D'accord. Donc, réduire l'imprévision uniquement sur cet aspect des choses me fait dire qu'on est dans un usage, comment dirais-je... Dévoyé du texte. Dévoyé du texte, même pas dévoyé du texte, mais un double emploi et qui va dans le sens des auteurs qui disent que... Non, qui disent que... Oui, voilà. Je suis d'accord, mais la différence c'est quoi? La différence c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les beaux commerciaux
la révision, c'est tous les 3 ans. Alors que les prévisions, on peut utiliser à tout moment. À tout moment. Mais à tout moment. Dès qu'il y a un événement imprévisible. Imprévisible, oui, mais il faut saisir le juge dans un délai raisonnable. Pas forcément. Je peux négocier avec mon propriétaire directement. Marie-Claude disait d'ailleurs que je peux négocier directement avec mon propriétaire. On trouvait les terrains d'entente avec le locataire. C'est ça. Mais pas sur le fondement de l'imprévision. Non, c'est l'arrangement bien. Le terme n'a pas été utilisé puisque nous n'avons pas été voir des juristes et avocats. Simplement, on a juste considéré la situation exceptionnelle et nous avons fait des avenants pour cela. Puisque c'est une période donnée, à un instant donné, et des renégociations sur les conditions financières des baux. C'était ça. Alors, j'apprends aujourd'hui que c'est ce terme, visiblement. En tout cas, on ne l'a pas matérialisé à un moment donné. D'accord. Je vous écoute. Donc ça peut avoir un intérêt pour les locataires commerçants de dire que ce serait bien que je puisse renégocier mon contrat parce qu'il y a des choses. La Covid-19 a révélé des choses que moi je n'avais pas prévues. Oui, d'accord. Pourquoi pas? Mais bon, c'est vrai que l'intérêt fondamental c'est le loyer. Moi c'est mon loyer, c'est le loyer qui m'intéresse. Et je peux le renégocier le loyer. Oui, c'est-à-dire que dans la renégociation du contrat, il n'y a pas seulement il y a toutes les clauses. Il y a toutes les clauses, il y a le loyer aussi. Je peux le renégocier. On est d'accord, monsieur l'expert, ou bien vous avez. Oui, non, il n'y a pas de souci sur ça. D'accord. Mais en fait, moi, en tout cas, merci pour la remarque parce qu'elle est fondamentale. Je veux dire par là, ce qui m'intéresse ici. Si j'ai un commerce en face de moi et que je dois le conseiller dans une procédure. Oui. J'aurais plus tendance, compte tenu des délais des procédures et des délais, si on part en contentieux, on part en contentieux, oui, bon, effectivement, dans mon analyse, hormis le cas, parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir un fondement, ce type de fondement-là, pour être dans une négociation. Bien sûr. Rien n'empêche les parties à négocier à n'importe quel moment du contrat, parce que pour X ou Y raison. Mais lorsqu'on base notre négociation sur ce type de fondement-là, c'est dans la perspective d'un contentieux éventuel. Oui. Or, je ne conseillerais pas à un commerçant de se lancer sous cette base-là, compte tenu de ces éléments-là, de toutes ces incertitudes-là, du fait que c'est effectivement c'est une notion qui est assez récente, donc la jurisprudence n'est pas très fournie sur la question. Oui. Donc on n'a pas... n'est pas très fournie sur la question. J'aurais plutôt tendance à l'orienter plutôt vers la révision triennale. Mais est-ce que tout, qui est beaucoup plus, est-ce que tout ne dépend pas du montant du loyer? Vous avez un loyer à 50 000 € par mois. Est-ce que vous ne serez pas tenté plutôt de vous lancer dans cette solution qu'apporte l'imprévision? Et puis si vous avez un loyer de 500 ou 600 €, vous n'allez peut-être pas vous lancer dans ça dépend du montant. D'accord, mais monsieur l'expert, le bailleur prend un risque quand même important. Ouais. Quand j'invoque la théorie de l'imprévision, on ne trouve pas le terrain d'entente sur la négociation, je saisis le juge qui pourra éventuellement lui dire moi je renégocie. Donc est-ce qu'ils vont mieux pas d'être dans une démarche amiable? Oui, c'est toujours mieux je pense que tout ça pour dire que à mon point de vue, cette théorie là, cet outil juridique là me paraît aussi intéressant. Alors peut-être qu'après qu'on est passé en revue les autres outils juridiques, on peut peut-être dire que c'est le dernier outil qu'on va utiliser. Mais ça ne me paraît pas dénué d'intérêt quand même. Enfin, c'est un point de vue qui est peut-être partagé ou pas partagé, peu importe. En tout cas, merci pour la contradiction, parce que c'est ce que je souhaite sur ce plateau, qui est quand même de la contradiction. Je ne sais pas, François et Max, si nous avons un petit peu balayé la question de l'imprévision. Dernière petite chose, c'est que cet article, la 1195, il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas d'ordre public, elle est supplétive. Il faut expliquer ça. Public est supplétive. Oui, mais bon, c'est-à-dire qu'on peut déroger à l'article. Le bailleur peut rajouter des clauses s'il veut dans l'article, d'accord, pour dire simplement. Dans le bail, pardon. Dans le bail, pour dire simplement. Donc il peut dire dans le bail que c'est le fameux article 195, cette théorie de l'imprévision. Il peut écarter exactement. La théorie de l'imprévision. Donc dans le bail, c'est marqué très clairement que cet article ne saurait s'appliquer. Ne s'applique exactement. Les parties conviennent, etc. D'accord. Par contre, il faudrait que les parties négocient entre elles. Entre elles,
pour qu'on ne qualifie pas ce bail-là de contrat d'adhésion, c'est-à-dire contrat d'adhésion, contrat où une seule partie, il y a un déséquilibre entre les deux parties. D'accord. En tout cas, cette clause-là. Cette clause-là, pardon. Oui. Il faudrait que les deux parties négocient à ce moment-là. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par là quand je dis les deux parties qui négocient? Parce que... C'est-à-dire que si c'est un contrat, s'il y a que le bailleur impose au locataire, tu signes, voilà. Et je te donne tes clés. Tu signes pas, je te donne pas tes clés. On est sur un contrat d'adhésion là, à ce moment. Et il y a la clause qui dit que les prévisions, ça ne marchera pas entre nous. Ouais. Alors qu'il y a un événement qui n'était pas prévisible au moment où j'ai conclu le contrat. Exactement. Si l'événement arrive, ou pas, tu payes quand même. C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Donc il faudrait éviter d'arriver à cette situation. Donc, alors, mettons-nous d'accord. Si il y a cette clause-là dans le bail, je prends un risque en tant que bailleur de mettre cette clause-là dans le bail? Non. Non, je ne prends pas le risque. Non, c'est le risque c'est pour le locataire qui est cette clause-là. Pourquoi c'est le risque du côté? J'ai du mal à suivre. Le locataire ne pourra pas. Je dis, le locataire ne pourra pas faire valoir cette clause. Cette clause-là. Ni ce texte. Ni le texte. D'accord. Voilà. Mais on ne peut pas dire que c'est une clause abusive, ça? C'est ça, on pourra dire oui, mais c'est pas le locataire, c'est le bailleur qui prend le risque, pas le locataire qui prend le risque. C'est ce qu'on a dit. Pourquoi parler? Non, vous avez dit que c'est le locataire. Attends, le risque, d'accord. Le risque, c'est pour le bailleur. Le sens, d'accord, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il prend le risque, le bailleur. Oui, d'accord. Clause abusive. De voir le juge dire que cette clause qualifier la clause non écrite. Et puis faire jeu sa théorie de l'imprévision. Donc, à quel moment quelle précaution il doit prendre pour éviter de prendre ce risque-là? Je parle du bailleur. Là, je me mets du côté du bailleur. Pour une fois, j'essaie de me mettre de son côté. Non, il faut qu'il discute avec le locataire. Il faut qu'il négocie avec le locataire. Donc il faut que la clause soit négociée entre les deux parties. En toute connaissance de clause, le locataire dit bon, j'accepte. J'accepte. Là, à ce moment-là, on ne risque pas de. Et à ce moment-là, ça passe. Ça passe. Voilà. D'accord, mais c'est un peu technique, hein, vous avez. C'est très technique. C'est pour ça qu'on ne veut pas trop entrer dans la technique, mais c'est très technique, c'est vrai. D'accord. Moi, je pensais que c'est assez facile de dire moi, je ne peux pas me loyer, j'ai pas de client. Pas de client, pas de loyer. Non. Je sais pas. Je suis pas d'accord. C'est pas le commerçant qui paie le loyer, c'est le client qui paie le loyer. Puisque si mon panier client, c'est avec ça que je paie mon loyer. J'ai pas de client, donc j'ai pas de loyer. Je crois que c'était aussi simple que ça. C'est une vue d'esprit. Je suis pas d'accord avec cette. Je suis pas d'accord avec ça. Personne n'est d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord. Ah, c'est pas l'opinion de certains auteurs. Je suis pas d'accord. Monsieur le professeur, au secours. Je suis pas d'accord avec ça. Certains auteurs, non des moindres, Blatter pour pas citer, et puis un certain nombre, ont une théorie qui s'approche de la vôtre. Alors, pas de la mienne, je ne fais que répéter ce qu'ils ont dit. Voilà. Et donc, et qui confirme effectivement, pas de clients, pas de loyer. Et ils considèrent, eux, que... Donc, un juge va être sensible à ça. Moins de clients, moins de loyer, pas de clients, pas de loyer. J'ai même vu certains auteurs dans le texte parler du cœur du juge qui serait attendri par les situations et opterait vraisemblablement pour ce type de jugement et décision qui serait favorable pour éviter effectivement en fin de compte un marasme économique. Oui, bien sûr. Puisque derrière tout ça, effectivement, on essaie de préserver. Il y a des emplois, il y a des tissus économiques, bien sûr. Tissu économique, etc. Et le bailleur aussi, il a besoin de fait partie du tissu économique. Il fait partie du tissu économique. Et puis, ce sont souvent des mesures sur des courtes périodes. On n'est pas là en train de travailler. Bon, c'est vrai que la Covid a duré. On est sur bientôt 2 ans, mais avec des mois creux. Oui. Alors, peut-être que certains secteurs d'activité, par exemple les restaurateurs ou les boîtes de nuit, par exemple, ceux-là n'ont pas repris du tout. Là, je pense qu'il faudrait peut-être... Voilà, ils sont vraiment dans ce cas de figure. Mais si on prend un commerce de détail aujourd'hui, est-ce qu'il va dire pas de client, pas de loyer? Lorsque l'activité revient, par exemple en décembre, où il quadruple son chiffre d'affaires... il rattrape en partie. Alors, que va-t-on dire? C'est le bailleur qui reviendra dire non. Plus de clients, plus de loyer. Je crois qu'il faut trouver le consensus et de se dire bon, c'est une situation exceptionnelle, elle va durer quelques mois ou quelques temps, on va négocier, on va vous permettre de passer cette crise et puis nous allons nous revoir. Voilà. Mais Marie-Claude, la situation est beaucoup plus grave que nous pensions parce que je suis coiffeur, sur une coiffure fermée. Je peux me laver le loyer de ma maison. Je ne parle pas seulement du loyer du local,
professionnel, mais ma maison aussi que j'habite, j'ai des difficultés, je vois des difficultés immobilières, je n'ai pas de Oui, parce que derrière, il y a une activité personnelle. Moi, salarié, il y a l'entreprise qui me verse ce salaire, mais le chef d'entreprise qui a son activité avec une imposition sur le revenu, la coiffeuse, son salon ne fonctionne pas, elle n'a pas de clients, c'est fermé, et derrière, effectivement, elle a du mal à manger, à boire, à faire ses courses, à aller à la pharmacie, à payer son loyer, à payer sa traite de voiture, que sais-je. C'est une difficulté, c'est une catastrophe à certains moments. D'accord. Voilà. Alors, les prévisions, une technique possible. Mais avec tous les aménagements que nous avons évoqués ici. Alors, il y a un autre outil juridique qui est à la disposition des locataires qui se trouvent en difficulté de paiement des loyers pendant la période de fermeture. C'est, on avait dit... L'exception d'une exécution. Oui, monsieur le professeur, l'exception d'une exécution. Donc, le terme est un peu technique, j'aurais aimé une explication basique pour que tout le monde puisse comprendre ce qu'on entend par cette expression, exception d'une exécution. Et c'est quel article qui traite de la question ? Ce sont les articles 1219 et 1220 du Code civil. D'accord. Mais on peut commencer d'abord par la lecture de l'article 1219. On va la résumer plutôt que de le lire. D'accord ? En gros, que dit 1219 ? Alors, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie n'exécute pas la sienne. D'accord. Alors, on va essayer d'éclaircir tout ça. Donc, je retiens, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre partie n'exécute pas la sienne. Et si cette situation est suffisamment grave pour justifier tout ça. Pour justifier tout ça, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on entend par obligation dans le cadre d'un contrat de bail ? Puisqu'on parle des obligations, il faut que je sois plus clair. Il y a une obligation pour le locataire qui serait celle de payer son loyer. D'accord. Et puis pour celle du bailleur de lui permettre de jouir. En tout cas, de livrer le local. Déjà, pour commencer, il faut préciser, le bail, c'est un contrat synalagmatique. D'accord, ça veut dire... C'est-à-dire que c'est un contrat dans lequel chacune des parties a des obligations. Oui. Des obligations. Et comme a dit mon collègue, le bailleur, son obligation, il a une obligation de délivrance, c'est-à-dire mise à disposition du local au locataire. Oui. Et une obligation de permettre au locataire une jouissance paisible de ce local. Pendant toute la durée du contrat. C'est-à-dire, il doit être le garant du fait que le locataire n'ait pas de problématique, l'empêchant en fait de jouir du bien, c'est-à-dire de le louer, d'exercer son activité. D'accord, un exemple. Mais ça peut être par exemple un truc de voisinage, ça peut être une problématique liée, je ne sais pas moi, une problématique technique qui rend impropre le local à son usage tel que ça a été prévu tel que ça a été prévu dans le cadre du contrat. Voilà. En fait, ça c'est l'obligation du bailleur. Et le locataire, lui, il a une obligation de payer son loyer. Et puis une obligation également de respecter la destination du local et l'objet pour lequel il a contracté. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc en gros, c'est ça. Donc, ce qu'on explique, c'est que si l'une des parties ne respecte pas son obligation, par exemple le bailleur, dans le cas d'espèce, enfin dans le cas qui nous concerne actuellement, qui nous préoccupe, on a un locataire, enfin on a une situation où on a des fermetures administratives, on a des mesures qui ont été mises en place pour empêcher en fait qui entraînent une fermeture administrative du local. Donc le locataire est dans l'incapacité d'exercer son activité. D'accord. La question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que dans une situation comme ça, le locataire peut considérer que le bailleur n'a pas respecté ou n'a pas respecté son obligation contractuelle et par conséquent, soit diminuer le loyer ou alors arrêter le paiement du loyer puisqu'il ne peut pas exercer son activité. Or, le bailleur a cette obligation-là vis-à-vis du locataire elle est presque une injonction de pouvoir exploiter son local. Alors autrement dit, pour être plus simple, tu ne me permets pas de jouir tranquillement de mon local,
Voilà. Dans ces conditions, je ne peux pas le loyer. Voilà, c'est ça. D'accord. Commence par me donner la jouissance, voilà. Et après je te paie le loyer. Voilà. Alors il y a plusieurs points de vue sur cette question, parce que comme j'ai dit précédemment, il y a deux obligations. Oui. Il y a l'obligation de délivrance. Oui. Donc délivrer, c'est... Délivrer, mettre à disposition, permettre l'accès au local. D'accord. Alors cette question-là, au départ, en fait, c'est vrai qu'il y a eu, au niveau de la doctrine, même au niveau des juristes, c'était le premier, c'était le point principal sur lequel ils voulaient insister pour dire que le bailleur ne respectait pas cette obligation-là, oui. Puisque les locaux sont fermés, oui, il ne peut pas accéder au local. Oui. Mais la situation, ce point-là, la situation quand même est différente. Enfin, il y a deux situations. On peut prendre l'exemple, par exemple, du centre commercial, où c'est le centre commercial qui a pris la décision de fermeture. Donc là, effectivement, il n'y a aucun accès réellement au local. Donc l'obligation de délivrance n'est pas respectée. D'accord. Là, le locataire me dit, moi, je ne peux pas. Sous ce fondement-là. Parce que le bailleur a décidé de fermer l'ensemble du centre. Voilà. Il y a la situation où le local est quand même accessible, oui. Mais que le locataire ne peut pas exercer son activité. Là, alors dans ce cadre-là, il y a l'obligation de délivrance est respectée puisqu'il peut accéder à son local. Par contre, le fondement qu'il faudra employer dans ce cadre-là, ce sera la jouissance paisible, en fait, l'absence de jouissance paisible du local. Puisque si je peux accéder, du bailleur, voilà, de m'accorder la jouissance paisible, d'accord. Voilà. Alors, il faut savoir que la jurisprudence sur la question... D'accord. Alors, il faut qu'on explique ce que c'est par jurisprudence. La jurisprudence, oui. C'est un terme qu'on emploie comme assez souvent, vous comprenez. Mais... Donc, en fait, la jurisprudence, c'est quoi? En fait, c'est l'ensemble des décisions des juridictions, oui. Sous une question donnée, sous une problématique. Donc, il faut savoir que en première instance, en cour d'appel, les juges vont juger le fond. Oui. Et en cour de cassation, on va juger sur le droit. C'est-à-dire, on va vérifier, les juges vont vérifier, la haute juridiction va vérifier que les premières juridictions ont, comment dirais-je, bien appliqué le droit. Il faut savoir que sur cette question-là... Parce qu'il faut quand même dire à nos téléspectateurs que la Cour de cassation est là pour unifier le droit sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est ça. On peut avoir des décisions qui sont contraires. Je peux avoir une cour d'appel qui dit oui, puis une autre cour d'appel qui dit non. Voilà. Donc on va s'adresser au juge suprême qui va dire, en définitive, c'est comme ça qu'il faut les choses. Comme ça qu'il faut interpréter le texte. Voilà. Parce que le droit il y a toujours une part d'interprétation. Et la Cour de cassation est là pour unifier un peu la vision du texte. D'accord. Il faut savoir que pour le Covid, comme on est dans une situation assez nouvelle, la question de savoir est-ce qu'on pouvait appliquer ou non, exception d'une exécution à cette situation précise-là, il y a, on constate par exemple que les juridictions ont une position plutôt défavorable à son application, de façon générale. Défavorable pour le preneur, pour le locataire. Pour le bailleur, c'est ça, oui. Pour le bailleur ou le locataire? Pour le locataire, excusez-moi, le locataire, effectivement. Pour le locataire, une position plutôt défavorable. Dans la plupart des décisions, on considère comment dirais-je, que cette situation n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition-là. Néanmoins, il y a eu quand même un arrêt assez récent de la Cour d'appel de Versailles, qui n'a pas eu à statuer sur le fond, donc n'a pas repris l'ensemble des dispositions, la situation réelle des deux parties, mais a considéré néanmoins que, comment dirais-je, que l'impossibilité, comment dirais-je, que le terme m'échappe, mais que c'est une cause suffisamment sérieuse pour pouvoir permettre au locataire de demander une renégociation de son loyer. D'accord. Et à envoyer les parties soit à une gestion amiable du conflit, soit à le représenter devant un juge qui va statuer sur le fond. D'accord. Et c'est un arrêt qui date de quand à peu près? Alors c'est un arrêt qui date de mai 2021. 2021, c'est assez récent, voilà, c'est ça. D'accord. Et qui s'est prononcé pour la première fois, Cour de cassation, non, pas Cour de cassation, Cour d'appel de Versailles, d'accord. Voilà. Qui s'est prononcé sur cette question-là. Et a dit que c'est une cause suffisamment sérieuse pour pouvoir négocier le contrat. Ça peut être, donc c'est une porte ouverte quand même. C'est une porte ouverte. Donc il faut savoir, tant que la Cour de cassation ne se sera pas prononcée sur la question, on ne pourra pas vraiment dire que c'est une question qui est tranchée. Bien sûr. Mais néanmoins, ça reste quand même un outil intéressant qui peut être exploité dans le cadre qui nous concerne de comité administratif. D'accord. Et j'ai entendu que certains auteurs disaient que
que l'exception d'une exécution, bon, c'est vrai que le terme est un peu technique, le fait de dire puisque je n'ai pas l'usage de mon local, je ne peux pas mon loyer, même si ce n'est pas la faute du bailleur, parce que j'ai entendu certaines décisions qui disaient que peu importe que le bailleur soit responsable ou pas, il est quand même responsable des décisions administratives. C'est ce que j'ai lu. Je ne vous demande pas votre avis dessus, je sens que vous allez bondir de votre chaise, mais je leur ai entendu dire qu'il fallait compléter cet outil juridique-là avec la bonne foi et l'équité. Ça vous dit quelque chose? Ça vous vient à l'esprit, cette notion? C'est dans l'un des articles que vous m'avez confié, que j'ai lu, j'ai vu qu'il fallait compléter l'exception d'une exécution avec la bonne foi et l'équité. Non. Alors, les contrats sont censés être exécutés de bonne foi. Oui. Mais dans le cadre, par exemple, de la situation du Covid, où effectivement, alors on peut considérer que le bailleur qui exige de son locataire le paiement du loyer, alors qu'il sait que ce dernier n'est pas en mesure de payer, de le payer parce qu'il n'exploite pas son local. Oui. N'exécute pas de bonne foi le contrat. D'accord. Mais on peut aussi considérer que le bailleur est en une situation difficile du fait du Covid, que cette bonne foi-là, en fait, elle est plus ou moins partagée, vous voyez. Donc le locataire ne doit pas être de mauvaise foi, c'est-à-dire que voilà, c'est la bonne foi du locataire ne veut pas aller jusqu'à mettre le bailleur en difficulté. C'est ça. D'accord. Voilà, c'est ça. En gros, ça veut dire ça. C'est ça, oui. Et l'équité, là, c'est parce qu'on parlait de la bonne foi, on m'a dit aussi l'équité. L'équité, ça vous dit quelque chose, ça? Vous l'avez lu quelque part, cette histoire de notion d'équité, là? Messieurs les experts? Votre silence me déshonore. Non. Je plaisante, bien sûr. Alors, pourquoi je vous taquine dessus? C'est parce que j'ai lu une phrase d'Aristote qui disait la chose suivante. La nature de l'équité, c'est précisément de redresser la loi là où elle se trompe. Ça vous interpelle? Là où elle se trompe. Là où elle se trompe. On est dans un cas qui n'a jamais été prévu par aucun texte de loi. Donc aujourd'hui, il faut peut-être que les tribunaux fassent preuve d'inventivité et de dire que les lois qui existent aujourd'hui, qui n'ont pas prévu ce cas-là, sont un petit peu injustes. Il faut peut-être dire la loi autrement que ce qui a été prévu à l'époque. D'accord. On a fait le tour sur la question de l'exception d'une exécution. Oui, je pense que oui. On a vu plus ou moins. Voilà, oui, c'est ça. Vous avez une interpellation par rapport à ça, messieurs les autres experts, Marie-Claude, sur cette question d'exception d'une exécution? Un point également que j'ai oublié de préciser sur l'exception d'une exécution. On n'avait pas fait le tour, c'est bien ce que je pensais. Voilà, c'est ça. C'est que, effectivement, c'est qu'elle peut être mise en place sans passer par le juge. Ah, mais c'est vachement important. C'est important, ça. Donc on a fait un tour, le tour le plus important de l'an dernier. C'est un outil très intéressant, qui est très efficace à son niveau. Parce qu'en fait, c'est un outil, parce qu'on n'est pas soumis justement au temps judiciaire, au temps que la parce que les procédures sont longues. Les procédures sont longues. Là, elle peut être mise en place. Vous considérez effectivement que le locataire considère que c'est une cause sérieuse, que le bailleur n'a pas respecté cette obligation de son propre chef, il ne paie pas le loyer. Il n'a pas besoin de mettre le bailleur en demeure. Il n'a même pas besoin de l'écrire. Généralement, il y a une mise en demeure qui est mise en place, mais dans le cadre du Covid, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas mettre en demeure le bailleur de mettre. De lever les rideaux. Puisque c'est pas lui qui. Voilà, il ne détient pas les manettes. Ouais. Donc, c'est ça un aspect important de cet outil-là. Par contre, c'est un outil quand même qui reste risqué parce que vous prenez votre propre chef. Vous faites juge vous-même. Mais si le juge vous désavoue au moment de la prise de décision, mais vous mettez il va falloir payer. Voilà, il va falloir payer. Et vous mettez en grande difficulté à ce moment-là. Je pensais qu'on avait trouvé l'outil définitif. Non, c'est très intéressant. Mais bon, on passe pas par le juge. Et puis il ne faut pas que ce soit disproportionné. Souvent, les gens, par exemple, ça c'est pas dans le cadre du Covid, mais les gens peuvent avoir fait. Cet outil, on l'emploie plus ou moins. Les gens l'emploient sans vraiment le matérialiser, le connaître vraiment. Enfin, oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Certaines personnes arrêtent de payer leur loyer. Par exemple, ils ont une problématique au niveau de leur local d'habitation. Pas d'habitation.
dans le propriétaire, ils arrêtent parce qu'ils considèrent non, le propriétaire avait l'obligation de faire les travaux, il n'a pas fait les travaux, je ne paye pas les loyers. D'accord. Donc c'est un peu l'état d'esprit, un peu le raisonnement. Donc il faut pas que ce soit disproportionné. D'accord, c'est-à-dire. Mais il faut que ça soit équilibré. C'est comme on se fait son propre juge, mais il ne faut pas qu'il y ait, par exemple. Qu'il y ait de l'abus. Qu'il y ait de l'abus, voilà, c'est ça, oui. C'est une petite gêne, que, effectivement, c'est une obligation contractuelle qui n'a pas été respectée par le bailleur, certes, mais ça vous cause une petite gêne. Il ne faut pas que derrière, vous utilisez cette petite gêne comme une raison pour laquelle vous ne payez pas votre loyer. Il faut quand même une raison pour me mettre en difficulté. C'est ça, voilà, c'est ça, oui. D'accord. Parce que le juge derrière, si vous désavouez, comme je l'ai dit, vous êtes en difficulté vous-même. Alors, moi ce que j'allais dire, je constate par rapport à tout ce que vous avez dit, ce qu'il a dit par rapport à l'exception d'exécution, que ma théorie de l'imprévision n'est pas si mal que ça. Oui. Parce que déjà, il n'y a que la Cour de cassation, la Cour d'appel, pardon, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, de Versailles, qui a déjà prononcé sur la question. Parce qu'on l'a saisi, bien entendu. C'est ça, qui se pose la question, et il y a encore rien derrière après. Donc, dans ce cadre-là. Oui, on est dans le cadre. Dans le cadre du Covid. Oui, on est dans le cadre du Covid. Donc la théorie de prévision n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'on peut dire. Alors pourquoi vous dites ça, monsieur l'expert ? Pourquoi ? Parce que là, on peut. Sans saisir le juge, les parties peuvent déjà négocier pendant la fermeture le loyer. Même s'il n'y a pas de suspension de loyer, mais on peut négocier déjà la fermeture. Et s'ils s'entendent assez rapidement, la diminution de loyer peut être rapide aussi. D'accord. Donc c'est pas si mauvais que ça. Elles peuvent aussi se faire aider pendant la négociation par un conciliateur, un médiateur. C'est possible ça aussi, bien sûr. D'accord. Ouais, c'est pas si inintéressant que ça. Même s'il n'y a pas de suspension de loyer, mais c'est pas si inintéressant que ça. D'accord. Mais je retiens quand même la position de l'expert Roméo, parce que ce qui me plaît dans sa position, c'est le fait que je le fais automatiquement sans avoir recours. Oui, c'est ça. Mais à ses risques et périls, comme il dit. Alors, oui, à mes risques et périls. J'ai une question concernant justement cette exception d'inexécution. Si un locataire nous entend aujourd'hui et se dit, bon voilà, c'est l'aubaine, moi j'ai envie de dire qu'il a quand même d'autres leviers. Puisqu'on parle d'une période de Covid, il a le bénéfice de certaines aides, l'aide des collectivités en Martinique, l'aide de l'État pour son activité, peut-être l'aide aussi de la sécurité sociale qui a accordé à certains secteurs d'activité une réduction des charges patronales. Il va quand même partir sur cette clause-là et ne pas payer son loyer. Pourquoi j'ai envie de me faire l'avocat du diable et de dire pourquoi le bailleur est seul à trinquer. Donc voilà, c'est un petit peu ça ma question, parce que cette disposition m'effraie un peu. D'accord. Alors, pour apaiser un petit peu Marie-Claude, vous lui dites quoi ? Parce que là, il est en train de dire, mais attendez, vous êtes en train de dire aux gens, et ne payez pas. Vous avez des possibilités de ne pas payer, mais c'est les fois là. C'est ça. Alors parce qu'il y a peut-être des démarches administratives qui sont aussi un peu contraignantes vis-à-vis d'un certain nombre des acteurs que Marie-Claude a cités. Et il y a aussi eu quelques aléas aussi qui encouragent plutôt les preneurs, ces commerçants à entre guillemets, avoir une action directe avec quelqu'un qu'il côtoie tous les jours, notamment ce bailleur, et avoir une action directe. C'est-à-dire qu'on n'entre pas dans un système administratif trop lourd, parce que vous avez quand même un certain nombre de documents administratifs qui vous sont demandés pour pouvoir obtenir les aides. Et là, vous avez une petite action ou une action à faire par l'intermédiaire d'un juge ou d'un avocat pour pouvoir obtenir l'obtention d'un résultat qui peut aller, ma foi, dans certains cas, s'il y a une négociation, ça va plus vite. Et l'exception d'inexécution, si on l'applique aussi, ce sera une action assez rapide aussi. D'accord. Alors, monsieur, je vous propose qu'on fasse une pause et on se revoit dans quelques instants. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok.
Oui, d'accord, vous changez l'activité, mais il est plus cher. Non? Non, pas forcément. Pas forcément. Non, pas c'est forcément. une négociation, c'est une solution qui est Voilà, offerte parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est vous pas avez pour- une activité vous avez un restaurant, le restaurant est fermé. Bon, si vous êtes quelqu'un qui a quelques connaissances en chaussures et bon, j'ai pris comme exemple chaussures, mais un commerce essentiel. Oui. Vous avez des connaissances d'un commerce pour ouvrir un commerce essentiel. Vous pouvez créer les deux activités et permettre au bailleur de quand même percevoir un loyer. Mais surtout avec le temps que court. Vous dites, ouais, ben, t'as là, Voilà, c'est vaut ça. mieux en mettre plat à emporter parce que ça fait chaussures là, pas qu'à mâcher, ça fait coiffeur là, pas qu'à mâcher. Exactement. D'accord. Mais par contre, effectivement, c'est une option, mais ça engendre quand même des obligations vis-à-vis du bailleur. C'est-à-dire? Mais parce que s'il y a une déspécialisation aussi, parce qu'il faut savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, là, le bailleur a une obligation de permettre aux locataires de jouir paisiblement du local. Oui. Qui dit changement d'activité, mais dit mise aux normes peut-être du local, Ah oui. dit voilà, c'est changement voilà, des normes dans le local pour pouvoir permettre aux locataires d'exercer dans le cadre de cette déspécialisation-là. En fait. D'accord. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui est à la portée Voilà, d'un commerçant qui éprouve des difficultés à C'est cause ça. de la Covid-19 et qui craint un petit peu pour l'avenir parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge apparemment. Hein, parce qu'on craint une 5e vague chez nous. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Oui, monsieur le professeur, vous avez... Non, je me disais remarques? que je serais bailleur, j'aurais peut-être essayé d'entreprendre soit une modification en créant des paliers pour mon bail ou c'est-à-dire en clair des paliers, c'est-à-dire je monte les escaliers, deuxième étage, troisième étage. C'est-à-dire que j'aurais négocié dans un premier temps avec cette personne un certain un coût de loyer. Oui. Et puis, comme je suis optimiste, donc je me dis d'ici 1 an les activités reprennent et on va augmenter notre loyer. Vous les autorisez, vous leur accordez une réduction du loyer pendant une certaine période. Une certaine période, et D'accord. par la suite, on revoit tient les choses. compte D'accord. de cette augmentation d'activité qui va devenir florissante. Non. Et puis on passe Très bien. On est dans la théorie de l'imprévision de François Ozema. voilà. On est en pleine renégociation là. Ah oui. Oui, intéressant. Après, faut que vous soyez vraiment propriétaire sans avoir de crédit sur le... Oui, c'est pas tous les bailleurs qui peuvent se le permettre. Vous avez un investissement locatif, vous avez pris un loyer de 2000 €. On sait pourquoi. Et vous payez 2000 € de traite pour que ça soit quelque chose une opération. Oui, mais Dans ce cas-là, on peut aussi proposer une renégociation avec vous pouvez Le banquier, discuter mais très bien avec vos banques. Il y a des banques sur la place qui acceptent, permettent. mais qui peuvent également refuser. Donc, D'accord. Mais est-ce que c'est leur intérêt ces temps-ci? Après, ça tout dépend. Hein. Ça dépend de la situation aussi oui, de chacun, hein, de parce chacun, que le oui, banquier il va regarder l'état d'endettement de l'entreprise, du bailleur, sa capacité à rembourser. Je crois qu'on est dans une période où tous les corps de métier négocient, les banques aussi peuvent négocier, mais il faut que les sociétés soient en capacité de rembourser. Puisque quand on étale, on parle de nouveaux taux d'intérêt, on s'étale dans le temps, il faut que l'activité qu'il propose soit pérenne. Très bien, Voilà. très bien. Autre outil, monsieur l'expert? On a parlé de la déspécialisation. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Ça peut y avoir... On peut pas renégocier le loyer à la baisse lorsqu'on applique les révisions, les dates de révision. Il n'y a pas moyen de diminuer sur les loyers là. En tenant compte effectivement de la situation économique générale. Lors des renouvellements. Par la révision? Lors des révisions de loyer, tous les 3 ans. Tous les 3 ans, c'est ça. Alors, il faut, professeur, j'aimerais bien que nous fassions un petit exposé sur le mode de révision du loyer dans le cadre de bail commercial. Puisque nous savons qu'il y a ce qu'on appelle la révision triennale légale, c'est-à-dire définie par la loi, et puis on a aussi ce qu'on appelle l'indexation, d'accord? Donc j'aimerais avoir la différence entre les deux, et puis en quelques lignes, en quelques mots, bien entendu, pour que tout le monde puisse comprendre. Donc la révision triennale légale, c'est celle que nous mettons en place lors de la conclusion du bail. D'accord. Donc voilà, tous les 3 ans, on révise, et l'indexation, c'est celle que l'on prendra en fonction de la variation d'indice. L'indice de variation. De la variation d'indice, oui, d'une situation
qu'on aura déjà préalablement. Donc, professeur, vous m'obligez à faire un exercice d'explication parce que vous êtes enfermé dans votre science là et vous ne dites pas les choses à mes téléspectateurs pour qu'ils comprennent simplement. Oui, il y a la révision légale qui est prévue par les textes. Oui. C'est la révision triennale. Oui. Donc ça veut dire tous les 3 ans. Enfin, il n'y a aucune spécificité dans le bail concernant la révision. Cette révision triennale-là s'applique. D'accord. Peut s'appliquer. Donc, autrement dit, il faut qu'on soit simple. Oui. Le loyer sera révisable tous les 3 ans. Tous les 3 ans. J'ai un loyer de 1 000 € aujourd'hui, nous sommes en 2022. Voilà. Donc, à 2025, mon loyer sera révisé. Voilà. Vous respectez le formalisme. Ouais. Et vous pouvez réviser le loyer. D'accord. Mais ma question c'était, est-ce que, à l'occasion d'une révision du loyer, en respectant bien entendu la règle, le formalisme, je ne peux pas obtenir une réduction de mon loyer? Est-ce que le loyer ne peut pas diminuer lors d'une révision? Oui, vous pouvez parce diminuer. Que si le locataire fait ses calculs et constate que le loyer lui est favorable lors de cette indexation, il peut la demander il peut demander la révision de ce loyer au propriétaire. Il demande ou bien c'est applicable automatiquement puisque c'est un texte de loi qui dit que on fait mon calcul, on applique les indices, j'obtiens un montant de loyer. Est-ce que ce loyer-là que j'obtiens en faisant le calcul, c'est pas un loyer est-ce qu'il peut pas diminuer par rapport au loyer que je pratiquais et que je payais avant? Oui, c'est les facteurs locaux de commercialité. D'accord. Il y a une modification des facteurs locaux de commercialité. D'accord, mais je croyais vous entendre dire que les loyers des baux commerciaux sont toujours égaux à la valeur locative et qu'il y avait une règle de plafonnement. Oui, je suis malade là. Oui, c'est ça. Je voudrais avoir une explication plus claire quand même. Donc je veux connaître la règle de plafonnement. Je suis désolé, mais je suis en train de vous brusquer là. Le loyer ne doit pas dépasser 10% de la valeur locative. Le loyer. Le loyer. Ah, c'est parce que j'ai lu. Non, vous dites le loyer, c'est-à-dire que vous avez un loyer. Quand vous la révisez, il faut que ce soit la valeur locative, toujours. Oui. Et qu'est-ce qu'on entend par la valeur locative? La valeur du marché. La valeur du marché. D'accord. Par exemple, sur le marché, le loyer de mon local, c'est, on va parler en mètres carrés. C'est par exemple, j'ai 100 mètres carrés. Si c'est 10 €, ce sera 1 000 €. C'est la valeur du marché. Voilà. D'accord. Mais lorsque je signe le bail avec le bailleur, il ne me donne pas forcément le loyer de 1 000 €. Non, le loyer il est librement fixé, donc il demande ce qu'il veut. Il peut me demander 2 000 €. Il peut me demander 3 000 € s'il veut. Donc, 3 ans après, lorsque je fais la révision et qu'on s'aperçoit que la valeur locative est de 1 100 €, est-ce que je vais payer 1 100 € ou bien les 2 000 € qui me faisaient payer auparavant? Est-ce qu'on va diminuer le loyer? On revient à la valeur locative. On va diminuer le loyer. On revient à la valeur locative. Je veux vous entendre dire avec force. On revient à la valeur locative. Je veux que vous puissiez dire à nos téléspectateurs qu'un locataire commerçant peut, à l'occasion d'une révision, obtenir une diminution de son loyer. C'est ça que je veux entendre. Et il y a une autre manière aussi de révision des loyers, c'est la fameuse clause d'indexation. Vous avez je ne vous bouscule pas quand je dis ça. Non, la clause d'indexation, c'est une clause qui est mise dans le bail commercial, qui prévoit que le loyer sera révisé généralement chaque année. Donc là, on n'est plus sur 3 ans, on est sur chaque année. Voilà, chaque année. C'est ce qu'on appelle la clause d'échelle mobile, c'est ça? Voilà, ça s'appelle la clause d'échelle mobile. D'accord, c'est un grand mot qui ne veut rien dire. Il prévoit que le loyer sera révisé tous les ans en fonction d'un indice. Voilà. C'est pas forcément tous les ans, ça peut être mensuel, en général, c'est tous les ans. Mais après, on peut semestriel, ça peut être semestriel. D'accord. Mais il ne peut pas diminuer là? Il peut toujours diminuer. Je parle de l'indice. C'est l'indice qui définit. Là, on est. Non, la clause d'échelle mobile. Oui. La clause d'indexation, pardon. Oui, mais ça ne fait rien. La clause d'échelle mobile. Pour nous, techniciens, nous savons ce que c'est. Oui. Allons-y. En fonction de. La révision peut se faire par rapport à. Comment expliquer ça simplement? Il faut qu'il y ait un quart. Il ne faut pas que le loyer dépasse d'un quart, de 25% de la valeur. D'accord? Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça. Non. Pas pour moi. Bon. Je l'embête. Oui, je sais, mais il faut le dire. Bon, on peut dire ça simplement. Oui, dis-moi. Non, alors, je vais être simple. J'ai un loyer de 1 000 € qui est indexé par exemple sur le prix du pain. Je dis n'importe quoi. On peut dire ça, d'accord. Imaginons que le pain augmente de 10% chaque année. D'accord? Au bout de 3 ans, mon loyer la première année va passer à 1 100, la deuxième année, 1200, etc. Ok? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ce loyer-là, en appliquant automatiquement l'indice, est-ce qu'à un moment donné, je peux dire au propriétaire, je ne veux pas payer ça, on va diminuer ça. J'ai la possibilité de faire diminuer. Oui, si on arrive, supposons qu'on arrive à la révision triennale de 3 ans.
on constate toujours que la valeur qu'on a en 3 ans est inférieure à la clause d'indexation. Et on peut diminuer à ce moment-là aussi. Oui, lorsqu'on se trouve, mais ça devient compliqué là. Voilà, c'est ça. Moi, je veux bien savoir comment fonctionne le mécanisme de l'échelle mobile, puisqu'il me semble avoir lu que lorsque l'augmentation du loyer dépasse 25%, c'est du loyer un quart du loyer pratiqué, en pratiquant l'indice, je peux demander à ce que le loyer s'affiche la valeur locative. Donc je peux demander la révision à la baisse du loyer. Donc on a les outils pour permettre la baisse du loyer. Il ne faut pas, comment dirais-je, même si nos téléspectateurs sont déçus après les grandes théories de l'imprévision, de l'exception d'une exécution ou bien de la perte temporaire de la chose louée, ils ont encore des outils tout à fait légaux qui peuvent, le locataire qui arrive à 3 ans là maintenant, il a intérêt à dire au locataire, si la valeur locative se révèle inférieure au loyer qu'il pratique aujourd'hui, à demander au bailleur... La diminution du loyer. Voilà, il peut demander la diminution de son loyer. Il a cette possibilité qui lui est offerte. D'accord. Donc on est sur, pour être plus précis quand même, on est sous des articles du statut des baux commerciaux. On est sur L14537, L14538 et L14539. Du Code de commerce. D'accord. Très bien. Alors, professeur, je vous taquine, professeur. J'adore vous taquiner d'ailleurs dans mon émission. Parce que vous êtes quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. Je me permets de le dire parce que je suis nettement plus jeune que vous. Ça se voit d'ailleurs. Et à un moment donné, certains auteurs ont parlé de la suspension, en disant la Covid, parce qu'on dit c'est l'épidémie, et la pandémie, pardon. La Covid serait un argument juridique qui permettrait de dire qu'on va suspendre le contrat. C'est-à-dire que pendant l'intervalle de fermeture, le contrat n'existe plus. Et puis une fois que ce sera ouvert, ça va repartir. Cette notion de suspension, c'est une notion qui vous dit quelque chose. J'ai vu ça dans les articles que vous m'avez fait lire là. Vous avez parlé de la suspension. Oui, on a parlé de suspension de contrat, mais dans les faits, on peut parler simplement... Il y a un mais. On peut parler plutôt des conséquences gouvernementales ou des conséquences légales qui ont été mises en place par notre gouvernement qui s'orientaient plus vers des suspensions de sanctions. Ah, d'accord. Donc, on a plus considéré au niveau du gouvernement qu'il fallait appliquer des retenues au niveau des tribunaux ou dans l'application de certaines sanctions que d'avoir à éviter que les gens payent leur loyer ou pendant certaines périodes prendre la responsabilité effective de dire qu'économiquement les gens ne s'acquittent pas de ce minimum. D'accord. Mais ce que vous dites là est intéressant parce qu'il me revient en mémoire ce que vous m'avez fait lire sur cette question-là précisément de la suspension. Il m'a semblé avoir lu que c'est M. Macron, le président de la République, qui avait dit que les loyers ne seraient pas dus pendant la période de fermeture. Voilà. Il m'a semblé... Ça a été rectifié tout de suite. Ah, ça m'a interpellé tout de suite. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mais ce que j'ai lu, puisque c'est ce que vous dites à l'instant qui me permet de... Ça me revient en mémoire. J'ai lu après que M. Castex, le Premier ministre, a simplement pris un texte qui dit que non, les loyers seront quand même dus, mais toutes les clauses résolutoires ne seront pas applicables pendant la période de fermeture. Et il ne peut pas non plus avoir des intérêts de retard sous les loyers qui n'ont pas été payés pendant la période de fermeture. Il me semble que c'est ça un petit peu. C'est-à-dire que on a deux dirigeants. On a un dirigeant suprême qui dit non, il ne faut pas payer. Et puis un dirigeant moins suprême que le suprême qui dit que non, c'est pas la fête, dans votre cas, vous rigolez sur ces histoires-là. Donc on ne va pas pénaliser les gens, tout simplement. On est vite retourné à une réalité économique. Il est revenu à une réalité économique qui était qu'il ne fallait pas pénaliser le bailleur et il ne faut surtout pas non plus pénaliser le locataire, puisque vous l'avez bien dit, d'une certaine manière. Pour les deux, le client est celui qui paye le loyer. Alors imaginez que l'un des deux soit mis en difficulté. Je vous signale que vous n'étiez pas d'accord avec ma phrase quand j'ai dit que... moi, je vous ai défendu. Parce que je l'ai lu. Vous êtes retourné vers moi, vous m'avez dit vous c'est vous qui m'avez aidé. Merci, monsieur le professeur. Vous me sacrifiez quand même. Voilà. Donc, sur cette Alors, pour ceux qui nous rejoignent, il y avait une phrase qui faisait polémique sur ce plateau, puisque dans un des écrits d'un des auteurs que vous avez lu, il était dit que
lorsqu'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc il n'y a pas de loyer. Le loyer, c'est le client. C'est le client qui paie le loyer, pas le commerçant. D'accord. Mais bon, c'était une parenthèse. Elle est vite refermée. Donc, il est important effectivement que cette notion de loyer, on puisse le constater. Il me semble que dans la macroéconomie, le loyer est un poste économique très important. Oui. Et au niveau familial et aussi commercial, c'est un poste très important. Les effets d'annonce qui peuvent être donnés sont suivis très rapidement de leviers ou de cadrage pour éviter qu'économiquement on se trouve dans une situation de marasme. Vous imaginez un peu un déséquilibre, notamment sur nos bailleurs ici, qu'on leur annonce qu'ils ne payent pas, ils se retournent vers l'État en disant les bailleurs, les locataires. Les locataires ne payent pas, les bailleurs se retournent vers l'État, puisque c'est vous qui nous annoncez. Donc payer le loyer. Payer les loyers à leur place. Oui. Mais je vous signale que certaines collectivités chez nous ont payé les loyers, peut-être en respectant. Moi, il me semble avoir entendu que Cap-Nord payait les loyers pendant 2 mois. Et j'ai entendu ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être que je me trompe, mais si je me trompe, messieurs, dites-moi ça tout de suite. Oui, mais je vais me faire fusiller. Cette intervention providentielle, comme on a parlé d'État-providence à un moment, ces interventions viennent pour soutenir des tissus économiques déjà affaiblis, déjà avant la pandémie. Vous parlez de Cap-Nord, donc ce sont des zones qui sont pour le moment économiquement pas forcément avec le même développement que des zones comme celle de la CACEM ou autres, et il faut effectivement ce coup de pouce des institutions pour pouvoir aller vers l'avant. Mais pour rester dans la polémique, vous vous souvenez que la CTM de l'époque avait dit que les loyers seraient payés sans aucune retenue, c'est-à-dire sans demander quoi que ce soit comme justificatif. Non, même si le locataire n'était pas à jour de ses charges des cotisations sociales et fiscales, c'était possible. C'était Marinette Torpy qui l'avait dit, qui l'avait affirmé. D'accord. Mais ils sont vite revenus sur la question. Parce que il me semble qu'on a cadré ces choses-là. Il y a de quoi désespérer les locataires. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait effectivement de cette complexité administrative qui faisait peut-être s'orienter les gens vers cette exception d'inexécution énoncée tout à l'heure par mes collègues. Par votre collègue, d'accord. Alors, messieurs, je voudrais vous poser des questions. Il nous reste combien de temps, monsieur le professeur? Je sais que vous regardez 3 minutes. Il reste que 3 minutes. Très rapidement, puisque vous êtes le gardien du réveil, ou le gardien du sommeil, j'en sais rien. Et juste une question, un cas de figure. Imaginons un locataire qui est arrivé en fin de bail, ou alors qui a été condamné. On l'a condamné parce qu'il ne payait pas, expulsion. OK? Il reste dans les lieux. Donc le bailleur va lui délivrer ce qu'on appelle un reçu avec une indemnité d'occupation. Donc si ça s'est passé pendant la période de fermeture, est-ce que cette indemnité d'occupation est due ou pas? J'ai cru lire dans ce que vous m'avez fait lire, parce que vous m'avez obligé à lire, c'était un sacré exercice. J'ai cru lire que c'était non, il n'a pas à payer l'indemnité d'occupation. On est comme dans le cas des loyers, on est pratiquement dans le cas des loyers. Et si d'aventure il a payé, il faut que le bailleur lui rembourse. Donc vous me confirmez ou oui, c'est bien ça. Ah ben voilà, j'ai quand même Alors, mesdames, messieurs, notre émission se termine. Moi, je l'ai trouvé fort intéressant. Je ne sais pas si c'est vous. En tout cas, les experts de la maison d'expertise qui se trouve 28 rue Blanquet à Fort-de-France sont à votre disposition pour éventuellement compléter cet exercice. Ils sont là pour ça. De toute façon, s'ils viennent sur ce plateau, c'est bien pour dire que, quelque part, nous savons un certain nombre de choses et nous avons très envie de le partager avec vous. Alors, ce sera certainement avec un tarif. Ça, c'est une autre question. Marie-Claude, merci beaucoup d'être venue avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir d'être là. Mais voilà, mais je suis très heureux. J'étais contente de partager avec ces experts, de revoir des points que je maîtrisais et puis d'apprendre aussi d'autres textes que je ne maîtrisais pas. Je crois que tout le monde a été enrichi et j'espère bien les téléspectateurs aussi. Merci, bonne soirée et à bientôt. Merci. Bonne soirée. Il restait que 3 minutes. 3 minutes, on a fini là, il reste 30 secondes maintenant. Eh ben, ça a été vite.